RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. Crash d'un hélicoptère militaire ce 30 octobre 2024 à l'aérodrome de Ndolo. Un mort et 2 membres de l'équipage grièvement blessés. Et le bilan livré par les autorités compétentes qui suivent ce dossier de près. Les questions sécuritaires sur la table des échanges ce 30 octobre entre Félix Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Museveni. Les deux personnalités ont axé également leur conversation sur les opérations militaires conjointes entre les FARDC et UPDF. 50 ans après la rencontre historique entre Mohamed Ali et Georges Foreman, des activités sont organisées à travers la République en vue de se souvenir de ce combat pour le titre de champion du monde catégorie poids lourd. Cassius Clay, Mohamed Ali l'a emporté sur Georges Foreman à la satisfaction des Congolais zaïrois de l'époque du régime Mobutu. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous démarrons sur une note triste. Un hélicoptère de l'armée congolaise s'est écrasé ce mercredi 30 octobre lors de son atterrissage à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. Selon les sources aéroportuaires, l'accident aurait fait un mort, le pilote calciné dans le crash et 2 blessés graves. Tous membres de l'équipage, les 3 victimes, à toutes des nationalités étrangères, ont été acheminées à l'hôpital. Les autorités n'ont pas encore communiqué leur nationalité. L'accident, dont la cause demeure inconnue, s'est produit aux alentours de 11 h. L'appareil a terminé sa course en bout de piste près de l'avenue Luambo Makiadi, à proximité du marché Sombazigida. Un véhicule anti-incendie a été mobilisé pour maîtriser les flammes. Les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer les circonstances de ce crash. Nous vous prions de nous excuser pour ces images de qualité amateur. À bientôt les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Bipemba dans la ville de Mbuji-Mayi. La police nationale congolaise va superviser les travaux en collaboration avec la régie des voies aériennes. Voilà pourquoi les autorités ont consenti à la démolition des maisons construites de manière anarchique aux alentours de l'aéroport de Bipemba dans la ville de Lubumbashi. Suivez. Les maisons aux alentours de l'aéroport de Bipemba, dans la ville de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, ont été démolies sous la supervision de la police nationale congolaise en collaboration avec la régie des voies aériennes. Une opération qui s'inscrit dans le cadre des travaux de réhabilitation et des modernisations de l'aéroport de cette ville. Le bulldozer est entré en action pour démolir ces maisons dont les occupants ont été préalablement avertis de libérer le lieu après avoir été indemnisés. Le commissaire provincial de la police au Kasaï oriental a supervisé cette activité et explique le sens de cette opération qui va se poursuivre jusqu'à la démolition de la dernière maison voisine de l'aéroport de Bipemba. La population collabore très bien avec la police. Il est question bien sûr de démolir toutes ces maisons. Là où sera érigé notre aéroport qui constitue bien sûr un bien public de l'État. C'est là qu'ils ne voulaient pas quitter parce que d'abord ils étaient déjà indemnisés. Ils avaient déjà les moyens. On avait déjà montré un site à ces gens, là où ils devaient aller reconstruire leur maison.
certains n'ont pas voulu quitter à temps. Il y a eu une note du maire de la ville, une autre mise en demeure, un avertissement en vue de permettre aux propriétaires de ces maisons de se préparer pour la circonstance. Mais les gens n'ont pas voulu quitter avant. C'est ainsi que la police nationale congolaise, appuyée par les gens de l'armée, ont intervenu pour remettre de l'ordre. Nous venons là de Bipemba, dans la ville de Mbujimaï. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mercredi à Entebbe, en Ouganda, pour une visite de travail de quelques heures avec son homologue Yoweri Museveni, accueilli à l'aéroport par le ministre ougandais de la Défense. Le président Tshisekedi s'est rendu au palais présidentiel où il a été reçu par son hôte. Les deux chefs d'État ont immédiatement entamé un entretien en tête-à-tête centré sur la sécurité dans la partie est de la RDC. Les discussions devraient notamment porter sur les opérations militaires conjointes entre les forces armées de la RDC et les forces de défense du peuple ougandais contre les rebelles des forces démocratiques alliées dans les provinces du Grand Kivu. Quelques semaines après la 4e réunion ministérielle des experts des renseignements militaires de la République démocratique du Congo et du Rwanda vont se retrouver une nouvelle fois ce mercredi 30 octobre 2024 à Luanda en Angola autour du médiateur désigné dans la crise sécuritaire entre les deux pays, à savoir Antonio, un ministre angolais de relations extérieures. Au menu de cette réunion, à l'examen des concepts des opérations qui sera présenté par le médiateur en vue d'accélérer la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda. À la suite de près de 2 semaines d'intenses travaux, la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement a présenté à la plénière le rapport issu des analyses approfondies des 2 projets de loi, à savoir le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023 et le projet de loi des finances rectificatives du budget 2024. 343 élus nationaux ont voté pour l'adoption de ces 2 projets de loi. C'est un reportage de Diaka. S'agissant du projet de la loi rectificative du budget 2024, le rapport de la commission ECOFIN que préside le député Guy Mafuta a indiqué une augmentation du budget par rapport au budget initial prévu en équilibre, soit une augmentation de 8,4%. Cela est principalement dû, a fait savoir ce rapport, à la négociation du contrat minier entre la République démocratique du Congo et les 6 communes dont l'essentiel des ressources sont affectées aux investissements et aux infrastructures. La négociation des contrats miniers avec la société chinoise 6 communes a généré des ressources additionnelles de l'ordre de 300 millions l'an établis et étalés sur 15 ans à côté des appuis budgétaires provenant notamment de l'Agence française de développement. Votre commission s'est plus empaisantie sur leurs affectations. Dans le projet sous examen, honorable président et chers collègues, l'essentiel de ces ressources additionnelles sont affectées aux investissements et à l'occurrence aux infrastructures. Les questions liées à l'éducation, la santé, les investissements, l'agriculture et les infrastructures ont elles aussi reçu un regard particulier au cours de ces travaux de l'ECOFIN auxquels ont pris part les syndicalistes de certains secteurs publics du pays sur demande du président de la Chambre basse du Parlement. Les recommandations formulées par l'ECOFIN à l'endroit de l'Assemblée nationale et du gouvernement gravitent autour de la poursuite des réformes entreprises depuis quelques années en matière de lutte contre le coulage de recettes de l'État. En ce qui concerne le rapport du projet de loi portant réédition des comptes 2023, c'est un total de 43 recommandations qui ont été faites à l'endroit de l'exécutif national, témoignant ainsi du travail minutieux et finement réalisé par la commission ECOFIN. Après lecture de ces 2 rapports accueillis avec acclamation, 343 élus nationaux ont voté pour l'adoption de ces 2 projets de loi. 2 ont voté contre, aucune abstention n'a été manifestée. Par conséquent, l'Assemblée nationale a voté ces 2 projets de loi. L'heure est donc maintenant à la préparation de l'examen du budget 2025, essence même de cette session budgétaire.
De cette voix de Christian Maïmona, disons que la première ministre, Judith Souminois, va présenter ses lois. Il est attendu devant les députés nationaux ce jeudi 31 octobre. Elle présentera, sauf imprévu, le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Les opérateurs économiques du secteur des produits pétroliers, le gouverneur militaire de province viennent de renouveler le contrat de la taxe conventionnelle perçue sur le carburant importé pour contribuer à l'asphaltage des voiries urbaines à Bunia, chef-lieu de province de l'Ituri. Une cérémonie qui s'est déroulée ce mercredi 30 octobre au gouvernorat de province, comme nous le confirme Palmer Sekou. Au sortir de la signature de ces contrats, les opérateurs économiques du secteur des produits pétroliers disent être confiants que d'ici 5 ans, la ville de Bunia atteindra au moins 100 km² asphaltés. Les opérateurs économiques du secteur des produits pétroliers évitent et gardent le même contrat de $1000 par camion-citerne et ça doit être continuel jusqu'à garder l'image des 5 ans. La convention pour l'asphaltage des voiries urbaines. Notre convention avait déjà pris fin. Alors nous sommes censés toujours de collaborer avec le gouvernement provincial pour le bien-être de notre population. Mais avec le gouvernement provincial, ça va très bien. Nous osons croire que, comme nous venons de renouveler cette convention, les travaux vont maintenant prendre d'autres allures et ça sera la satisfaction de toute la population iturienne. La société Safricas reste toujours comme celle qui va exécuter le projet, mais avec une allure de croisière pour l'émergence de l'Ituri. Nous avons gardé le même contrat avec le même montant de $1000 par camion-citerne et ça doit être continuel. Dans 5 ans, nous allons faire encore la différence d'atteindre au moins 5 km. Signalons que le premier contrat entre le gouvernement provincial de l'ancien gouverneur Bamanissa et les pétroliers pour l'asphaltage des routes de Bunia a été signé en 2019 en présence des anciens ministres de l'Intérieur et de la Défense dont Gilbert Kakonde et Emengo Imukena dans le gouvernement central du premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi à la tête du pays. Dans un point de presse animé ce mercredi, le ministre provincial de la Santé de Kinshasa a annoncé la fermeture dans les prochains jours des établissements pharmaceutiques et structures de santé non viables sur l'ensemble de la ville. Pour Dr Patricien Congo, cette opération vise à assainir ce secteur. Il poursuit comme objectif la mise en place d'une politique sanitaire viable. Dieu merci Diaka nous en parle. Lors d'un point de presse tenu ce mercredi 30 octobre 2024, le ministre provincial de la Santé de Kinshasa, Dr Patricien Congo, a annoncé la fermeture dans les prochains jours des établissements pharmaceutiques et structures de santé jugées non conformes dans toute la ville. Cette décision fait suite à l'expiration le 25 octobre du moratoire d'1 mois accordé à ces établissements pour se mettre en conformité. L'objectif principal de cette initiative est d'assainir le secteur de la santé et de mettre en place une politique sanitaire viable pour protéger la population. Pour être conformes, les établissements concernés doivent disposer d'un bâtiment approprié, des matériels adéquats, d'un personnel qualifié ainsi que des documents officiels autorisant leur fonctionnement. La décision que j'ai prise allant dans le sens non seulement de sanctionner les structures non viables, mais aussi de les accompagner à la régularisation, ne pas tomber comme un chevet dans la soupe. Je me suis servi de lois qui existent mais qui peut-être n'ont jamais été appliquées. Il s'agit de la loi numéro 23/006 du 3 mars 2023, modifiant et complétant la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018, fixant le principe fondamental relatif à l'organisation de la santé publique en République démocratique du Congo, spécialement dans son article 14, disposant que nul ne peut ouvrir ou faire fonctionner un établissement ou service de soins de santé ou pharmaceutique privé s'il n'a obtenu dans un délai de 90 jours une autorisation du ministre ayant la santé publique dans ses attributions ou de son délégué. Cette opération de régulation n'est fait cependant pas l'unanimité. Plusieurs propriétaires d'officines et des centres de santé demandant la suspension de cette mesure, craignant des pertes économiques importantes et une potentielle diminution de l'accès aux soins pour la population locale.
Nous poursuivons avec la conférence dédiée à la sensibilisation à des avocates sur le cancer du sein au BCNUDH. Cet événement a mis l'accent sur 3 thématiques cruciales: à l'autopalpation comme outil de dépistage précoce, à l'optimisation de la prise en charge post-opératoire, le droit à la santé en insistant sur l'accès des femmes à des soins holistiques. Un reportage. Le ministre d'État, ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a souligné l'importance d'un changement de paradigme face à la montée des maladies non transmissibles, notamment les cancers. Ainsi, dans cette conférence de sensibilisation des avocats au cancer du sein, le ministre de la Santé appelle à une action collective et préventive. Donc s'il y avait un premier conseil que je donnerais aux mamans, c'est vraiment le dépistage précoce, et je pense qu'on l'a expliqué ici de manière très claire, parce que c'est là où vous éviterez peut-être des traitements très lourds, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et toutes ces choses-là. Les relations personnelles sont très importantes dans le traitement des maladies chroniques, dont le cancer. C'est pour ça que je dis que le cancer, ce n'est pas une fatalité. Finalement, quand le cancer est là et qu'il est bien établi, il faut suivre le traitement, qui est malheureusement souvent à plusieurs dimensions, mais il faut le suivre sérieusement. Il a également rappelé que la sensibilisation et les dépistages précoces sont essentiels pour lutter efficacement contre cette maladie. Dans le cadre de l'amélioration de l'offre de soins, Dr Kamba a évoqué les défis auxquels les gouvernements doivent faire face, notamment le développement de l'offre de soins et l'accessibilité à ceux-ci. Les fonds de solidarité est l'une des structures mises en place pour répondre à ces deux enjeux. Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son ministère à intégrer les cancers dans la couverture santé universelle, conformément au souhait du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'atelier de formation des pôles provinciaux sur les fondamentaux techniques des plaidoyers en faveur des personnes handicapées a été organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et s'est clôturé dans la capitale congolaise. Plusieurs responsables des ONG venus des provinces ont pris part à cette rencontre inscrite dans le cadre du partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Suivez. C'est Balemban Parani Joseph, directeur des cabinets adjoints de la ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap, qui a clôturé les assises de cet atelier basé sur les fondamentaux des techniques de plaidoyer en faveur des personnes handicapées. Pour ces jours de clôture, les participants des représentants des ONG venus des provinces ont appris les stratégies de plaidoyer en faveur des droits des personnes handicapées ainsi que le suivi de la mise en œuvre des recommandations des mécanismes des droits de l'homme à la République démocratique du Congo. Pour la directrice adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Anne-Marie Dongui, cet atelier a pour fondement l'engagement pris par la RDC en vue de la protection et la promotion effective des droits des personnes handicapées à travers son adhésion en 2015 à la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées, suivie de la promulgation de la loi organique de 2022 portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Chers participants, cet atelier vous aura permis d'avoir des connaissances, de réfléchir et d'échanger sur les techniques et les mesures qu'il convient d'adopter pour mener le plaidoyer en faveur des droits fondamentaux des personnes vivant avec handicap dans une logique de ne laisser personne pour compte. Les partenariats des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées est engagé pour l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, des objectifs de développement durable, inclusif et de la participation ainsi que l'égalité de tous. Un lot important des lits réceptionnés par le directeur de la prison de Boulouo, situé près de Likasi dans le Haut-Katanga. C'est le maire de la ville qui a personnellement remis ces matelas dans du gouvernement provincial déterminé à améliorer les conditions d'hébergement des détenus. Images et commentaires.
Près de Likasi, dans le Haut-Katanga, se trouve la prison de Buluo, connue pour abriter plusieurs détenus dangereux. C'est une prison de haute sécurité. Cependant, les conditions de détention restent précaires pour les pensionnaires de cette maison carcérale. C'est dans ce contexte difficile qu'elle vient de bénéficier d'un soutien significatif de la part des autorités locales. Le maire de Likasi a indiqué que cette dotation est essentielle pour offrir aux détenus des conditions de vie requises lors de leur séjour dans la prison. Notre souci à nous, ou notre souhait à nous, c'est que cet engagement que vous venez, cet accompagnement que vous venez d'accomplir aujourd'hui, que ça puisse continuer pour le bien-être des vies carcérales. Il s'agit d'un premier pas vers l'amélioration des conditions carcérales dans la prison de Buluo, a souligné le maire de Likasi. Très touché par ce geste, le directeur de cet établissement pénitentiaire a exprimé sa profonde gratitude à l'égard du maire de la ville. Il a indiqué que cette initiative démontre à suffisance que les autorités locales pense au bien-être des prisonniers. La prison de haute sécurité de Buluo est l'un des établissements pénitentiaires de haute sécurité de la République démocratique du Congo. Elle regorge en son sein 436 détenus très dangereux. Ces dernières années, la ville de Likasi a multiplié les actions en faveur de l'amélioration des infrastructures, y compris pour les centres de détention. Encore un autre lot des forages construits à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Ces forages d'eau potable inaugurés dans le groupement de Benamande sont construits sur fonds propres du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Plus de précisions dans ce reportage de Soleil Ntumba Moufika. Ils sont au total 3 forages d'eau potable construits dans les groupements de Benamande sur fonds propres du jeune leader et sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Ceci en réponse à un besoin majeur de cette population abandonnée à son triste sort par non seulement les autorités, mais aussi et surtout par certains fils et filles de ces coins de la ville. Mais il fallait attendre Jean Tshisekedi Kabasele pour trouver réponse à leurs difficultés. Le coordonnateur provincial de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele a remis officiellement ses ouvrages à la population. Nous sommes aujourd'hui à Benamande, c'est pour inaugurer les 3 forages dont de l'honorable sénateur Jean Tshisekedi Kabasele au groupement de Benamande. Il y a le premier forage qui se trouve à Chitandaï et les 2 autres qui sont à Benakabasele. C'est pour répondre aux besoins pressants qui se faisaient ressentir au sein de cette population. Visiblement, les bénéficiaires ne savent pas cacher leur joie à l'endroit du jeune sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Ils disent avoir traversé un calvaire avant la construction de ces forages. Vous pouvez me priver à manger, vous pouvez me priver l'argent, mais quand vous me donnez de l'eau, c'est un acte très important dans ma vie. Sincèrement, merci au sénateur Jean Tshisekedi Kabasele pour avoir pensé à notre population ici à Benamande. Nous avons beaucoup souffert ici pour avoir une eau potable. Parfois, nous effectuons de longues distances pour se procurer cette denrée rare. Un notable de ces coins est dépassé par les actions de Jean Tshisekedi Kabasele, qui n'a jamais bénéficié même une voix. Nous remercier, mais qui l'avait voté? Personne. Mais quand il va faire sa campagne, il va le douter. À 100%, c'est ce qu'il sera reconnu et voté. En dehors de ces forages, on note également la construction d'une maternité moderne dont les travaux sont presque à la fin. Il faut noter que d'autres forages sont annoncés dans certains coins de la ville de Kananga, où ces besoins majeurs se font sentir. Les conseils communaux de la ville de Kananga ont bouclé leur sit-in de 6 jours et 6 nuits au gouvernorat du Kasaï central. Ils dénoncent le silence radio du gouvernement provincial, précisément à l'autorité provinciale, à leurs revendications. Lors d'une déclaration à la presse, ils ont annoncé des actions de grande envergure pour faire entendre leur voix. Leur porte-parole, Benoît Belangeni, est dans cet extrait choisi pour vous par Soleil Ntumba Moufika. La première ministre a confirmé que notre situation est déjà décantée au niveau des provinces à travers le frais de fonctionnement alloué à ces dernières. C'est ainsi que nous sommes venus auprès du gouvernement provincial pour demander notre demande. Les 6 jours, 6 nuits sont passés sans toutefois être reçus par
le gouvernement provincial. Aucun membre, en commençant par les gouverneurs de province jusqu'au dernier ministre, personne n'est venu à notre rescousse. Et l'exécutif provincial nous passe toujours ici sans toutefois nous dire mot. Et ce qui est aberrant, hier, il y a une équipe de fonctionnaires, disons les travailleurs de l'OVD, qui étaient en train de prester dans le cadre du projet PIRI, qui étaient venus ici pour revendiquer leur salaire de 5 mois. À notre grande surprise, nous voyons la même autorité provinciale, à peine d'arriver, elle s'est arrêtée pour parler, écouter ces gens-là et en même temps donner des solutions à leurs desiderata. Ceci prouve noir sur blanc que le gouvernement provincial ne veut pas de l'existence des conseils que nous sommes. Nous sommes déterminés par rapport à la vision du chef de l'État qui a fait le développement à la base son cheval de bataille. Vous-même, vous voyez la façon dont nos entités territoriales décentralisées sont gérées. Nos bureaux, nos quartiers, nos avenues. C'est déplorable. C'est ainsi que nous, en tant que représentants de ce peuple, cette fois-ci, nous n'allons pas baisser les bras. Cette fois-ci, comme c'est le dernier mandat qu'on a donné, que nous-mêmes, nous avons donné au président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la province, nous n'allons pas accepter. Et la sous-section médicale du secteur Kaouka de l'Office national des transports et ports de l'ONATRA a rendu hommage à ses anciens agents et cadres retraités pour des loyaux services rendus à la nation congolaise. La cérémonie de remise des cadeaux a eu lieu le 29 octobre à l'enceinte du centre médical du secteur Kaouka devant plusieurs responsables de différents services. Témoins de l'événement, André Ikoma et Yannick Pilam. Après avoir passé toute leur vie au service de la nation en tant que fonctionnaires de l'État ayant servi dans le secteur médical, ces 8 anciens retraités de l'Office national de transport et ports ONATRA ont été honorés dans une cérémonie riche en couleurs par la sous-direction médicale secteur Kaouka. Des cadeaux de grande valeur ont été remis à ces anciens retraités en vue de rendre hommage à leur loyaux service à la nation congolaise. Dans ce monde de circonstances, le chef de secteur Kaouka, le docteur Fimikele Israël, a témoigné non seulement sa joie et celle de ses collègues, mais aussi toute la reconnaissance du parcours élogieux de leurs aînés du service, pris aujourd'hui comme modèle de dévouement, abnégation, du patriotisme et loyauté. Abordant dans le même sens, le secrétaire général du syndicat de travailleurs du Congo, Georges Fouki, a appelé les agents à suivre l'exemple de leurs collègues retraités après avoir servi le pays pendant 40 ans pour les uns et 38 ans pour les autres. Mokonzo ayaka 7 heures soki yo 8 heures abi absent yo bengi peut-être okaza kobatela yo. Sous les ovations de l'assistance, ces anciens retraités de l'ONATRA ont été véritablement honorés à leur juste titre. Des moments inoubliables, couplés d'émotions de tout genre. Pona ndima kite nakomati na niveau oyo me na ngolo ya Nzambe akomisaki ngai pona lingi aventura kufa. Plusieurs cadeaux leur ont été remis à la grande satisfaction des bénéficiaires qui ont eu de mots juste pour dire merci à l'équipe organisatrice. À noter que cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, celle d'améliorer les conditions de vie des agents et fonctionnaires de l'État. 30 octobre 1974, 30 octobre 2024, à 50 ans déjà, depuis l'organisation à Kinshasa, à capitale du Zaïre, du combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman. Ces deux légendes s'étaient affrontées pour le titre de champion du monde, catégorie poids lourd, pour commémorer ce combat du siècle. Plusieurs activités sont organisées à travers le pays, notamment à Kinshasa et à Lubumbashi. Ainsi, le chanteur congolais Fally Ipupa va
va prester à un dîner de gala organisé à l'occasion à l'hôtel Pullman. Suivez ce papier historique de ce qu'a été ce combat qui reste un événement planétaire que nous propose Nana Bwana Ntumba. Le combat du siècle a totalisé son demi-siècle. C'est 30 octobre 2024. Depuis l'organisation, les 30 octobre 1974, d'une confrontation en boxe entre Mohamed Ali et Georges Foreman au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Un événement qui reste sportif, culturel, politique, social, médiatique et même planétaire. Tous les regards du monde étaient braqués en République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, pour suivre ces légendes qui s'étaient affrontées pour les titres de champion du monde au poids lourd de la boxe. Selon l'histoire même, les spécialistes pensaient que Ali allait se faire massacrer et prendre sa retraite après ces combats, car à 32 ans, il était en fin de sa carrière face à un colosse de 25 ans. Ali surprend les émotions du monde en faisant les contraires de ce qui était attendu. Il utilisait des stratagèmes de combat et laissant un Foreman rendu furieux par toutes ces provocations et épuisant en vain toutes ses énergies. Les tenants du titre s'est vu mettre KO à 10 secondes de la fin du 8e round. Pour commémorer ces grands événements, plusieurs activités sont organisées à travers le pays. À Kinshasa, une activité de boxe organisée par le ministère du Sport et la Fédération congolaise de boxe au stade Tata Raphaël. Le chanteur congolais Fally Ipupa va prester à un dîner de gala à l'hôtel Pullman. Outre ces grands rendez-vous, d'autres activités sont prévues dans plusieurs villes du pays, dont Lubumbashi. Mais au-delà du contexte géopolitique et social, ce combat du siècle a été d'abord un chef-d'œuvre sportif entre deux champions et surtout une démonstration technique et mentale de la part de Mohamed Ali. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Crash d'un hélicoptère militaire ce 30 octobre 2024 à l'aérodrome de Ndolo. Un mort et 2 membres de l'équipage grièvement blessés. Le bilan livré par les autorités compétentes qui suivent de près ce dossier. Les questions sécuritaires sur la table des échanges ce 30 octobre entre Félix Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Museveni. Les deux personnalités ont également axé leur conversation sur les opérations militaires conjointes entre les FARDC et UPDF. « 50 ans après la rencontre historique entre Mohamed Ali et George Foreman, des activités sont organisées à travers la République en vue de se souvenir de ce combat pour le titre de champion du monde catégorie poids lourd. Cassius Clay et Mohamed Ali l'ont emporté sur George Foreman à la satisfaction des Congolais zaïrois de l'époque du régime Mobutu. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.